quelque chose, c'est vous expliquer le dessous des cartes ou l'avancée de mes réflexions personnelles. Pourquoi en est-on arrivé à un système aussi porteur d'insécurité pour celui qui accorde de l'information. Voilà, aussi porteur d'insécurité pour vous lorsque vous êtes interviewé. Donc voilà, maintenant j'aimerais bien vous entendre sur la communication, la façon dont vous faites passer finalement vos projets, vos intentions, le suivi de l'ensemble de vos consignes, soit à l'extérieur de l'entreprise, soit à l'intérieur de l'entreprise. Jean-Marie, dans une entreprise, quand vous avez un problème de comptabilité, vous voyez votre expert comptable. Quand vous avez un problème technique, vous voyez un technicien spécialisé. Quand vous avez un problème de communication, tout le monde a la solution. Personne n'accepte que la communication réponde à des normes, à des lois, à des règles, et tout le monde se croit compétent dans ces domaines-là. C'est une des difficultés de la communication en entreprise. Vous préparez un dossier, vous le travaillez à fond, vous l'organisez, vous avez toujours quelqu'un en réunion qui dit « c'est pas du tout ça qu'il faut faire, c'est autrement et d'ailleurs, voilà ». Donc, le problème, c'est que tout le monde se croit compétent en communication, même si on n'a pas préparé le dossier. Alors, on reçoit un journaliste, on n'a pas bien préparé le dossier parce qu'on ne connaît pas ce métier-là. Nous, on a dans l'entreprise quelque chose, un succès à expliquer ou un très beau marché qu'on vient de signer, un truc comme ça. Et on ne prépare pas du tout, on ne travaille que sur ce sujet-là. On ne travaille pas sur la vue globale de l'entreprise. Et le journaliste, quand il va dans une entreprise, il regarde un peu partout. Et puis ce qui l'intéresse, c'est ce qui va faire vendre son papier. Donc il s'aperçoit que sous la bâche, dans le coin, on a oublié de dégager un truc et il demande ce qu'il y a sous la bâche. Et dans le journal, on va vous parler de ce qu'il y avait sous la bâche et non pas du marché magnifique que vous venez de signer. Voilà. Le risque. J'aimerais vos témoignages, j'aimerais vos conseils, j'aimerais peut-être aussi vos préventions. Ici, vous avez bien entendu, voici ce que nous avons mis en place. Moins de messages, plus clairs, pour nous assurer que tous avaient bien compris. Je vous écoute. Pierre. Oui, rapidement, encore un message de responsabilité, plutôt que de critiquer les médias qui essaient de faire des articles à sensation. Il vaut mieux essayer de savoir comment ils fonctionnent, quels sont leurs objectifs, et puis se remettre en question soi-même. C'est-à-dire que quel est le message qu'on veut passer, et comment on le fait passer, quelle stratégie on adopte, faire un peu d'empathie pour essayer de comprendre effectivement qui c'est qu'on a en face. Bref, toujours pareil, c'est un miroir. Ben, si c'est pas beau ce qui ressort, il faut se maquiller, je ne sais rien, mais il vaut mieux se remettre en question soi-même, une fois de plus. J'aimerais vous entendre. Pourquoi fuyez-vous la presse, par exemple? Quelle est là-dessus votre stratégie? Si vous vous exprimez vis-à-vis de vos salariés, vous y préparez-vous? Ou bien vous y allez comme cela, avec doigts mouillés, etc. J'aimerais vous entendre là-dessus. La façon, la capacité que vous avez à transmettre vos idées, vos projets, vos intentions, votre volonté. Oui, je vous écoute. Jean. Moi, j'ai simplement peut-être une conviction à proposer, c'est que la communication hors de l'entreprise et la communication dans l'entreprise, c'est évidemment très lié, et qu'aujourd'hui, la communication exige beaucoup plus qu'avant, beaucoup de sincérité, beaucoup de cohérence. C'est-à-dire que les gens sont très très attentifs maintenant aux contradictions. Et alors, ils le sont à travers les réseaux sociaux, à travers toute la communication extérieure, et ils le sont à l'intérieur de l'entreprise aussi. C'est du moins ce que je dis. Voilà. C'est une donne qui change beaucoup. Et certainement que les critiques vis-à-vis de la presse installée reposent un petit peu aussi là-dessus. Le monde a changé. Vos interlocuteurs sont beaucoup plus aujourd'hui attentifs aux propos, aux contradictions que vous allez tenir. Jérémy, j'aimerais vraiment vous entendre là-dessus. La façon dont vous vous préparez lorsque vous avez une communication orale. Alors nous, on fait de la com interne et externe dans une école aussi. La com interne, elle s'adresse parfois auprès des étudiants. Et alors là, quand on s'adresse à des étudiants, il faut presque avoir la rigueur que vous avez vous, chef d'entreprise, quand vous vous adressez à vos salariés. Parce que si vous n'êtes pas clair, vous avez vite un phénomène de rumeur. En ce moment, ce qui tourne à l'Estia, c'est qu'il y a les 24 heures de l'innovation et la conférence de Jérémy Rifki ne sera pas pour les étudiants. Donc c'est en train de... Donc certains viennent me voir, enfin moi j'imagine que vous avez les mêmes choses avec les salariés. Pardon ?
c'est du buzz que je crée volontairement des fois. Et pareil, vous donnez des consignes d'examen, c'est formidable comment elles sont toutes transformées à la fin. Puis vous avez, donc il y a de la communication interne, et ça je trouve c'est la richesse aussi, et c'est ce qui est sympa dans notre métier. Ce qui me dérange plus, c'est la communication externe et auprès des médias. Et là, je vais être un peu plus provocateur parce que ça fait 6 ans qu'on fait les 24 heures, ça fait 6 ans que les médias s'intéressent à ça parce qu'ils confondent ça avec les 24 heures du Mans. Et ce que je comprends pas, c'est qu'on leur explique tout. Je passe du temps le lendemain des 24 heures, c'est-à-dire on fait ça du vendredi au samedi, donc le dimanche je suis au téléphone à la presse, je leur dis qui c'est qui a gagné, qui sait comment ça s'est passé, tout ça. Et puis j'entends un journaliste qui prend des notes, qui me restitue à moitié ce que j'ai dit. Je sens que c'est bourré de fautes et je dis mais écoutez, envoyez-moi votre article, je vous fais une review dans la seconde. Et quand je dis le review, c'est pas de reformuler vos phrases, c'est certainement pas mon métier, mais c'est d'être sûr que l'information que vous sortez dans votre article soit bonne. Écoutez, monsieur, ça fait 30 ans que je fais ça, t'es gentil, t'es prof, tu fais ce que tu sais faire et tu fermes ta gueule. Ok, le lendemain, premier prix des 24 heures d'innovation attribué à Quicksilver. Premier prix, c'était Decathlon. Vous imaginez ce que ça donne. Ensuite, moi derrière, je prends les rames, l'aviron, le moteur et j'explique tout ça. Et heureusement, vous avez les mêmes problèmes que moi. Et quand je dis, vous savez, monsieur de Decathlon, c'est la presse. Ok, j'ai compris. Et j'ai pas eu à lui expliquer. Et c'est ça qui me dérange un petit peu. Alors heureusement, l'année dernière, j'ai eu un petit accident pendant les 24 heures. Il y a un étudiant qui s'est fait mal. Mais je me suis dit, ça se trouve, je vais avoir la plus belle couverture médiatique que j'aurai depuis les 24 heures. Et là, cette année, je vais attendre les Rikin, les TF1, tout ça débouler. Et je leur ferai peut-être une petite allusion, gentille, mais je sais pas. Moi, ça me dérange, et franchement, ça me dérange à mon petit niveau, c'est pas trop grave. Et pour des boîtes comme vous, je sais pas comment vous avez à supporter ça. Je pense que si un jour j'arrive à créer ce que j'ai envie de faire dans les 24 heures, je me paierai le luxe de refuser la presse ou de refuser toute communication. Après, ça c'est mon... Oui, monsieur, encore un témoignage. Poursuivons. François, je suis dans la presse, mais je vais plutôt faire un témoignage de chef d'entreprise. Donc moi, j'ai démarré au départ dans des grandes boîtes, et puis après, j'ai eu envie de créer une entreprise pour une question de liberté et de créativité. Et puis il se trouve que je suis retombé ici dans le berceau familial qui avait créé un journal sur le Béarn, et donc du coup le virus m'a pris. Donc il y a une première des choses, c'est la notion d'une entreprise qui a deux niveaux, deux personnalités, un peu Mr. Hyde et Dr. Jenkins. D'un côté une mission qui peut être noble et qui a une vraie valeur, une vraie dimension par rapport au territoire, et d'autre part une mission économique, enfin un modèle économique qui doit être adapté et qui doit fonctionner. Et donc, ce journal étant parti dans le giron d'un grand groupe, avec un peu toutes les dérives qu'on vient d'entendre, qui peuvent être plus ou moins justifiées, mais bon, qu'effectivement tout le monde constate qu'il y a un vrai problème aujourd'hui entre les médias et la société. Au-delà de ça, dire qu'est-ce qu'on peut inventer, et effectivement, passer dans le giron d'une grande entreprise, cette presse a perdu ses missions d'origine. Au départ, elle contribuait au débat local, à faire avancer les choses au niveau local, et aujourd'hui, elle n'était là que pour faire effectivement un peu de sensationnel, vendre pour faire entrer du chiffre d'affaires. Et donc, du coup, on est parti sur notre notion d'inventer un nouveau média, permis par la gratuité et par Internet, et pour dire pourquoi pas inventer un nouveau média qui, lui, va être avant tout utile au territoire. Et donc, on a créé une société avec des chefs d'entreprise uniquement, pour dire soyons utiles au territoire, avec les normes de la presse, mais en même temps d'être utiles au territoire. Et donc, pour moi, chef d'entreprise, c'est comme on en parlait nous, sur le côté de l'exclusion, dire moi j'ai deux bénéfices, c'est-à-dire quelque part, quel que soit l'avenir de la société, je crois qu'on contribue à faire avancer le territoire, à encourager ceux qui font avancer les choses, ceux qui prennent des initiatives, et en même temps, on a une entreprise qui crée de l'emploi, qui peut avoir un modèle économique pérenne et durable. Donc voilà, donc on est aussi sur cette notion d'entreprise qui a un double volet et qui n'est pas toujours facile à gérer, c'est-à-dire de dire, surtout aujourd'hui, je crois qu'il y a une révolution dans la presse, et donc il y a effectivement un chamboulement énorme qui est en train de se passer. Je crois que les chefs d'entreprise peuvent prendre aussi en main cette destinée-là, comme nous on essaye de le proposer, c'est-à-dire de dire, ouvrons-le à des gens qui ne sont pas du métier pour dire,
retournons aux valeurs de base de la presse, qui est de parler des valeurs, de transmettre des idées, de transmettre des choses et d'être utile au territoire. Donc voilà, donc du coup c'est une entreprise qui a ce double volet. Et donc là on peut répondre, je crois, demain à quelques interrogations. Ceci dit, ça n'empêche pas qu'il est important de désamorcer les malentendus qu'il y a avec la presse classique. Réponse, je crée mon média. Comme cela, aucun journaliste ne vient me trouver. Et surtout, je dis ce que j'ai à dire selon le métier que j'entends bien refonder. Voilà l'une des formules. Y a-t-il ici... Non, ce n'est pas un thème qui semble vous inquiéter, en tous les cas. Que je vous donne du coup, je vais prendre 2 minutes, je vais faire l'expert. Je vais prendre 2 minutes simplement pour vous informer de quelques points. Oui, la presse a changé en 30 ans. Il y a 30 ans, elle portait des valeurs ou contestait des valeurs. Aujourd'hui, elle travaille sur sa pérennité, c'est-à-dire qu'elle vend du papier, soyons clairs. Ça, c'est la première chose. Et, autrement dit, l'entreprise presse est devenue une entreprise comme les autres, avec une ligne de flottaison, je vous assure, qui est très basse sur l'eau, très très basse. Et donc, souvent, l'entreprise boit la tasse. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la révolution technologique. Celle qui vous permet de créer votre média est aussi celle qui traverse tous les médias, y compris les plus traditionnels, et qui sont obligés de reconsidérer leur façon de travailler à travers Internet. Cela a profondément bouleversé les zones de fabrication, la vitesse de fabrication et l'absence de vérification. Et ceci est le point le plus important. C'est là où, très souvent, vous constatez des dérapages. C'est là où, très souvent, au-delà des cas que vous avez évoqués, et qui sont simplement des cas d'ego, absence d'humilité, absence de savoir-faire aussi, il y a les deux. Au-delà de tout cela, la vitesse de production de la presse aujourd'hui fait que le verbe vérifier, souvent, n'a plus sa place. Je peux vous assurer que pour vérifier, ça prend du temps. Pour publier, ça prend la seconde. C'est différent. Si donc vous voulez vérifier, vous devez prendre du temps. Alors quel est notre argument? Quel est l'argument que vous entendez le plus souvent? C'est de dire, oui, mais il y a la concurrence, donc je dois y aller. Entendons-nous, réfléchissons. Je dois aller sur quoi? Et je dois simplement produire de l'information. C'est ce que vous attendez de nous. L'information, c'est une rumeur plus sa vérification. La vérification, c'est un système, une méthodologie qui, à travers 3 sources, je dis bien 3 sources, qui vous affirment la même chose, vous pouvez donc considérer auprès de votre lecteur, de votre auditeur, téléspectateur ou internaute, vous pouvez lui dire « je l'ai vérifié ». Voilà ce que ça signifie. 3 sources différentes, non voisines, m'ont dit exactement la même chose dans le même périmètre. Eh bien, cet aspect-là, je peux vous assurer que si vous devez contacter 3 sources, au téléphone où vous déplacez, ça va prendre 3 heures. Et que va-t-il se passer dans l'intervalle? Ce que l'on vous dit, dans l'intervalle, mon concurrent va placer, lui, sur Internet, un conditionnel. Et il va dire, il se pourrait que. C'est du café du commerce. Ce n'est pas du journalisme. Et donc, pour vous, que voyez-vous? Du coup, vous voyez sortir une rumeur, il se pourrait que, quelque part. Et puis, vous allez avoir la contradiction de la rumeur. Attendez, c'est pas tout à fait ça qui s'est passé. Et ça se passe en 2 heures ou en 3 heures. Les cycles, donc, de mise, de publication, de choses nouvelles, je vais dire ça, c'est pas de l'info, de choses nouvelles sont beaucoup plus rapides, mais avec des envolées extraordinaires. Deuxième point, toujours dans la recherche de la performance économique, la presse a fait des choix qui sont entre autres les suivants. Quand je dis a parfois fait les choix, et vous le voyez, c'est le choix du buzz. En quoi cela consiste-t-il? C'est un attroupement dans la cour de récré. Il y a une bagarre et on s'attroupe. Et donc le journaliste vient tout près de l'attroupement et se dit, puisqu'il y a du monde, la chose qui attire le monde, je vais la mettre en vitrine moi aussi. Benchmarking, et dans ma vitrine, on va venir lire ce que je vais y mettre, puisque cela attire du monde. Ce faisant, il abdique tout simplement du choix éditorial. C'est parce qu'il y a la foule qu'il met en vitrine. Ça veut donc dire que la foule et son instinct seul sera prescriptrice de la rumeur que le journaliste va mettre en ligne pour vous. C'est ça le buzz, ce n'est pas plus. C'est l'anti-Sénèque. Sénèque disait « méfiez-vous des foules, elles se meuvent à l'instinct et non pas à la raison ». Il y a 30 ans, dans toutes les conférences de rédaction, il était interdit de partir sur ce que le plus grand nombre disait. Interdit. C'est une piste, mais cela n'en est qu'une. Mais c'est surtout pas la piste de la raison. J'arrête là. On
pourrait en parler longtemps. Je reviens vers vous, petit conseil, allez, on termine par là, conseil pratique pour l'entrepreneur que vous êtes. Vous répondez ou vous ne répondez pas aux questions? Eh bien, je ne répondrai pas à cette question-là, c'est-à-dire acceptez-vous ou non la presse en entreprise. Surtout, faites vos choix. Le choix que vous ferez sera le bon. Il y a une chose simplement, quel que soit votre choix, que je vous recommande. Veillez à entretenir votre capacité à rencontrer la presse si jamais cela devenait nécessaire. Malheur au chef d'entreprise qui n'y est pas prêt. Ça ne veut pas dire qu'il faut y aller, mais au minimum, vous connaissez le système et vous savez y aller si besoin. Celui qui ne l'a pas fait, c'était Lombard, le patron de France Télécom. Il y est donc allé, quand il a fallu y aller, il y est allé avec des pieds de plomb et sans savoir-faire, avec une panique générale en lui, et cela a mené à ce dérapage extraordinaire. Je suis ici pour mettre fin à la mode des suicides. Voilà comment c'est arrivé. Absence de préparation, absence surtout, si vous voulez, même si vous ne parlez pas, maintenez-vous dans un exercice important. Et cet exercice-là de communication, et je vais laisser la parole à Heinz Wiesmann dans un instant, mais cet exercice de communication, vous devez absolument y être astreinte. C'est une véritable discipline. Je conclus et je laisse la parole. J'ai un maître. Mon métier tient en 2 pages chez Cicéron. Si vous avez l'occasion, vous devez absolument lire L'art de l'orateur. C'est une lettre que Cicéron adresse au fils d'un ami qui s'appelle Brutus. Brutus écrit à Cicéron en lui disant « Tu sais, je m'apprête à devenir avocat et toi qui es un homme d'une éloquence rare, peux-tu me dire ce qu'est l'éloquence et comment on parle ?» Et surtout, il va lui poser la question « Mais quel est dans notre monde l'homme le plus éloquent ?» Et Cicéron va bien se garder de répondre à la question. Mais il va répondre dans une lettre de 80 pages, qui est d'une actualité incroyable. C'est pour ça que je vous la recommande. Il va brosser dans cette lettre 3 éloquences, dont une qui est la nôtre, qu'il appelle l'éloquence simple. C'est la nôtre, aujourd'hui. Et Cicéron a cette phrase magnifique, et je vous la laisse, donc, quelle que soit votre communication, ceci pour moi est la pierre fondamentale. L'homme éloquent n'existe pas encore, car on ne va pas chercher auprès des mêmes maîtres l'art des idées, la science des idées et la science des mots. Clairement, vous êtes chef d'entreprise, vous voulez communiquer à vos salariés, à vos syndicats, à la presse éventuellement, interrogez-vous d'abord sur ce que vous voulez dire. Déposez vos stylos, réfléchissez à voix haute, dites-vous ce que vous voulez dire. Encore, répétez-le avec des mots différents, des verbes différents, des substantifs différents. Dites-vous ensuite ce que vous ne voulez pas dire. Ce n'est pas ça que je veux dire, mais ça, c'est une idée voisine, elle est différente. Bref, ici, vous allez ciseler votre idée, la polir. Il faut qu'elle soit cristalline, qu'elle tienne dans quelques mots, que vous-même, quand vous allez la dire, ce soit clairement reçu. Ensuite, vous vous inquiéterez du comment le dire. Ça, c'est la rhétorique. Ça, c'est tout ce qui va accompagner la beauté du mot, c'est différent. L'art de conduire l'autre vers la conviction, de conduire l'autre vers un bout de chemin, je préfère d'émotion, et mauvais, sortir d'eux et se mouvoir avec, clairement on dit aujourd'hui, faire bouger les lignes. Si des gens réussissent ça, c'est merveilleux. C'est tout ce que je vous souhaite, mais travaillez vos idées d'abord, vos mots ensuite. Tout ce qui nous vient de l'art oratoire vient d'Athènes. Je vous laisse la parole. Heinz, vous êtes pour moi bien plus érudit. Alors, je ne vais pas abuser, mais surtout, je ne vais pas parler d'Antiquité. Mais dans tout ce qui s'est dit là, une chose m'a frappé, c'est qu'il y a un glissement continuel entre 2 termes qui pourtant sont à distinguer, communication et information. La vérité, la notion de vérité qui accompagne chacun de ces terme est différente. L'information est vraie quand elle est exacte, tandis que la communication est vraie quand elle est sincère ou authentique. Je l'ai entendu tout à l'heure. Or, la communication, quand vous communiquez avec vos collaborateurs, eh bien, tantôt il s'agit de transmettre une information. Là, il faut simplement qu'elle soit le plus exacte et l'expression la plus précise possible. Et très souvent, et je crois que c'est vital, on a affaire à une communication dans laquelle il n'y a pas un contenu, je dirais, d'information seulement. Il y a une prise,
comment dire, une manière d'évaluer, à partir du sujet qui communique, ce que l'on communique comme information. Il y a un élément supplémentaire dans la communication, c'est qu'il y a une valeur d'appréciation qui se mêle à l'information. Je trouve qu'il faut absolument distinguer les deux notions parce que les deux critères de reconnaissance, que sont l'exactitude et la sincérité, s'attachent à ces deux modes. Eh bien, dans une démocratie, et c'est là qu'intervient la presse, dans une démocratie, l'une des difficultés consiste à créer une sorte de consensus, non pas sur les faits, parce que les faits sont là, on ne va pas chercher un consensus sur les faits. Donc l'information, c'est un premier métier. La difficulté en démocratie, c'est de créer un consensus quant à ce que l'on doit penser des faits, leur évaluation, leur appréciation. Ça, c'est la communication au sens noble. Or, ça a été dévoyé par la com. La com, c'est la manipulation de la dimension noble de la communication sincère des valeurs. Et grâce à la com, on crée le buzz. C'est là, le buzz, en fait, relève de la com. C'est-à-dire, on crée une espèce d'effervescence qui est à la fois factuelle et qui est vendue comme intéressante, puisque c'est une valeur d'attractivité. Aux États-Unis, dans les départements universitaires qui s'occupent de la formation des étudiants journalistes, on enseigne un truc qui s'appelle opinion making. Opinion making. Pourquoi? Parce que l'opinion publique en démocratie n'existe pas. Il faut la faire. On est trop atomisé. Nous, par définition, le consommateur dans le monde moderne, mais aussi le citoyen, il est un individu, un atome. Or, l'art des politiques consiste à créer des zones de cristallisation où une attraction s'exerce. Et c'est en général la com qui s'en charge. Et le problème, c'est qu'il faut absolument produire des clivages. Parce que dans un système dans lequel il faut se faire élire, on ne peut se définir qu'en s'opposant à des gens qui pensent autre chose que vous. Et tout cela est artificiel, relève d'un art qui s'enseigne. Et on lance des nouvelles, par exemple, fausses, ou on lance des provocations sous forme d'appréciation de ces nouvelles, uniquement pour se cristalliser des opinions. Donc je reviens juste au point de départ, séparer information et communication, séparer les deux types de vérité qui s'y attachent, exactitude ou sincérité, authenticité si vous voulez, et à partir de là, jeter un regard averti sur ce que l'on nous vend aujourd'hui comme communication, à savoir la com. C'est tout ce que je peux contribuer. Et si vous voulez, après 13h, on parle.